Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Alors aujourd'hui, on a entre les mains des extraits d'un livre qui est assez spécial. Oui, un livre qui date un peu, mais dont le message est surprenant d'actualité. Exactement. Il s'agit de Cheerfulness as a Life Power. La bonne humeur comme force de vie. Voilà. C'est écrit par Orison Swett Marden au tout début du XXe siècle. Le style est un peu suranné, c'est sûr, mais l'idée de fond, Elle est très forte. très. L'idée qu'on va creuser, c'est que la bonne humeur, ce n'est pas juste une émotion agréable. C'est un vrai moteur. Une force pour la santé, le succès. Et le bien-être en général. Et pour analyser ça, Marden nous propose un chemin assez clair. On va d'abord parler du rire. Pour lui, c'est presque un médicament. Une prescription médicale, oui. Ensuite, on verra son contraire, l'inquiétude. Il l'appelle l'américanite. Une sorte de maladie de l'époque. Qui résonne beaucoup avec la nôtre, on verra. Et enfin, on verra comment il ancre tout ça dans le concret, dans le travail, avec cette belle image de la bonne humeur qui vient, je cite, « huiler les rouages de la vie ». Parfait. Alors, commençons par ce pouvoir guérisseur du rire. Pour nous convaincre, il sort l'artillerie lourde avec une anecdote. Ah oui, l'anecdote de Vanderbilt, elle est géniale. C'est ça. Le millionnaire William K. Vanderbilt, sur son yacht, il invite le mime Coquelin. Et à la fin, il lui envoie un chèque avec un mémo assez particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Il écrit « Pour des larmes, 6 fois, 600 dollars. D'accord. Pour des rires, 12 fois, 2400 dollars. Donc 4 fois plus cher pour un rire que pour une larme. Voilà. C'est une façon assez spectaculaire de dire que la joie a plus de valeur, quoi. C'est une super anecdote, mais on pourrait aussi y voir une critique en fait. La joie devient une sorte de produit de luxe. Que seul un millionnaire peut s'offrir, c'est vrai. Exactement. Et tout l'intérêt de Marden, c'est de dire l'inverse. La bonne humeur, c'est une ressource intérieure, gratuite, accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir un yacht. Voilà. Et pour le prouver, il essaie de donner une base quasi scientifique à tout ça. Oui, il ne se contente pas des histoires. Comment il justifie ça, les bienfaits du rire? Il le décrit comme un mécanisme de la nature, une vision très mécanique. Mécanique. C'est-à-dire? Pour lui, le rire, ça sert à exercer nos organes internes. Ça met en mouvement les poumons, le diaphragme, l'estomac. Tout ça dans une sorte de vibration joyeuse. Comme une séance de sport intérieur, en quelque sorte. C'est ça. Il compare même ces effets à ceux de l'équitation. Ah oui, quand même. Il cite un certain Dr. Green qui dit que le rire améliore la circulation sanguine. C'est une vision très imagée, bien sûr. Mais étonnamment proche de ce qu'on sait aujourd'hui, non? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'endorphine, de réduction du cortisol. Il avait l'intuition, mais avec les mots de son époque. Il avait compris que l'effet était profondément physique. Et pour montrer que ça marche vraiment, il y a cette histoire très concrète de la femme de Milpitas, en Californie. Elle souffrait de tout, indigestion, insomnie, désespoir, et elle prend une décision radicale. Elle va se forcer à rire, Oui, au moins 3 fois par jour, qu'elle en ait envie ou non. ce qui doit paraître complètement fou pour son entourage au début. Ah bah oui. Au début, son mari, ses enfants, ils la regardent un peu bizarrement. Je les comprends. Mais l'idée, c'est ça. Ne pas attendre d'être heureuse pour rire, mais rire pour le devenir. Et ça marche. Le mari entre dans le jeu, puis les enfants. Et selon le livre, sa santé s'améliore, ses maux de tête disparaissent. L'atmosphère de la maison change complètement. Exactement. C'est la cure par le rire à la lettre. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette idée d'effort conscient. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le fake it till you make it. Agis comme si. Voilà. L'idée que l'action peut créer l'émotion. Ce n'est pas une baguette magique, bien sûr, mais ça montre qu'on n'est pas juste passif face à nos humeurs. On peut agir. Cette idée de choix, elle est centrale. Mais Marden ne parle pas que de ce qu'il faut cultiver. Il parle aussi beaucoup de ce qu'il faut combattre. L'ennemi public numéro 1, L'inquiétude. Il la voit comme une épidémie. Et il lui donne un nom. l'américanite. Un terme très évocateur. Oui. Pour lui, c'est le produit d'une époque précipitée, avide et compétitive. Ça nous parle en 2024? Énormément. Il cite même un observateur russe qui disait que les Américains existent pour les affaires, toujours dans la peur de perdre ce qu'ils ont gagné. L'inquiétude, c'est la friction qui use la machine. Sa phrase clé, c'est « Ce n'est pas le travail qui tue les hommes, c'est l'inquiétude. Le travail est sain, mais l'anxiété qui va avec est un poison. C'est le poison. » Et un poison avec des conséquences physiques très réelles. Il s'appuie sur des neurologues de son temps, Oui, un docteur Jacobi. qui dit que l'anxiété cause des dommages irréparables aux cellules du cerveau. L'analogie qu'il utilise est glaçante. L'image du petit marteau. Oui, l'effet de l'inquiétude, c'est comme un petit marteau qui frappe continuellement au même endroit sur le cerveau jusqu'à tout détruire. C'est une image très puissante.
Et encore une fois, quelle intuition psy, hein. Aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent comment le stress chronique, la rumination, Hmm. le fameux cortisol. Exactement. Comment tout ça affecte des zones du cerveau comme l'hippocampe qui est lié à la mémoire. Le marteau, c'est l'image parfaite pour ce dommage lent, répétitif Et auto-infligé. et auto-infligé. Il y a aussi cette idée que cette souffrance est inutile. Il cite Sénèque. Celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. On se punit pour des choses qui, la plupart du temps, n'arrivent jamais. C'est exactement ça. Il y a cette autre anecdote, celle du vieil homme sur son lit de mort. Ah oui, il confie « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » C'est tragique. Ça résume tout. Morden nous dit en fait « Arrêtez de payer des intérêts sur des dettes que vous n'aurez jamais. » Ce qui nous amène à la question de la perspective. Comment on cultive l'antidote, l'optimisme? Il oppose deux figures. D'un côté, le pessimiste. Il l'appelle le presse-citron de la société. C'est une super image. N'est-ce pas? Ça suggère que le pessimisme n'est pas qu'un truc personnel, c'est un acte social. On presse l'amertume de chaque situation et on en éclabousse les autres. C'est tout à fait ça. Et face au presse-citron, il y a l'optimiste. Et là, l'histoire qu'il raconte est adorable. C'est celle de l'oncle Henri, La corvée des pierres. la pire des corvées. Épiérer les champs, un travail sans fin, ingrat. L'horreur! Mais l'oncle Henri, lui, il a transformé ça en aventure. Il disait aux enfants, « Allez, on va à la mine d'or. » Le champ, c'était la mine, et les pierres, c'était les pépites. Il a complètement changé la narration de la tâche. Exactement, il a recadré l'expérience. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le reframing en psychologie. Le fait est le même. Il faut enlever les cailloux. Mais le cadre mental change tout. C'est sa métaphore des lunettes. Certains regardent la vie avec un verre fumé. Et tout est triste. Et d'autres choisissent des lunettes roses. Le monde extérieur ne change pas, mais l'expérience vécue, si. Ce n'est pas être naïf, c'est un choix. Un choix délibéré de focaliser son attention. Voilà. Et ça a des conséquences concrètes sur la vie. Comme dans sa parabole de l'homme qui déménage. Ah oui, la rue des grogneurs. C'est ça, l'homme dit « Je vivais dans la rue des grogneurs, j'étais toujours malade. Puis j'ai déménagé sur l'avenue de l'Action de Grâce, et là, l'air est pur, le soleil brille, tout le monde est en bonne santé. » Le message est clair. Les rues sont les mêmes. C'est son état d'esprit qui a changé son monde. Et c'est là qu'on arrive au cœur de son application pratique, le monde du travail. Oui, parce que, pour lui, la bonne humeur, ce n'est pas juste un truc pour la vie privée. C'est un actif économique, un lubrifiant social. Absolument. Il prend l'exemple d'un grand commerçant de l'époque, John Wanamaker. Ses employés disaient qu'un simple « bonjour joyeux » de sa part leur donnait de l'énergie pour toute la semaine. Un simple « bonjour ». On appellerait ça aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. L'impact du leader sur l'engagement de ses équipes. Et Morden file sa métaphore de la machinerie des affaires. C'est-à-dire? Pour lui, l'anxiété, la mauvaise humeur, tout ça, c'est de la friction. C'est du sable dans les rouages. Ça ralentit tout, ça use les relations, ça gaspille de l'énergie. D'accord. Il est convaincu qu'une personne calme et joyeuse fait 2 fois plus de travail qu'une personne anxieuse. Simplement parce que son énergie n'est pas perdue en friction. Il donne même des exemples assez surprenants pour huiler cette machine. Comme chanter en travaillant. Oui. Et l'exemple le plus fou, c'est celui des vacheurs suisses. Ah, les vacheurs! Selon une croyance de l'époque, les vacheurs qui chantent obtiennent plus de lait de leurs vaches. L'harmonie se transmettrait à l'animal. C'est un peu poétique peut-être, C'est un peu fantaisiste, oui. mais l'idée de fond, qu'un environnement positif améliore la productivité, elle, est totalement d'actualité. Tout à fait. Mais l'exemple le plus fort sur la gestion de la friction humaine, c'est celui de l'éditeur Horace Greeley. Ah oui, cette histoire est incroyable. Un homme furieux entre dans son bureau, prêt à l'insulter. La confrontation classique. Sauf que Greeley, lui, il ne lève même pas les yeux. Il dit juste à l'homme de parler. L'autre se lance dans une tirade de 20 minutes, il vide son sac. Et Greeley? Il continue d'écrire, impassible. Il ne l'interrompt pas. Au bout d'un moment, l'homme s'épuise, il se tait et il s'apprête à partir. Et c'est là que la magie opère. C'est là. Greeley se lève, lui met une main sur l'épaule et lui dit « Ne partez pas, asseyez-vous, videz votre esprit, ça vous fera du bien. » Il a complètement désamorcé la bombe. C'est une leçon magistrale de désescalade. Exactement. Au lieu de répondre à l'agression par l'agression, il a offert à l'homme ce dont il avait besoin, un exutoire. Il a laissé la pression retomber. Une fois l'émotion partie, la discussion devient possible. C'est de la communication non violente avant l'heure.
Il a juste laissé la friction de l'autre se dissiper dans le vide. Au fond, si on doit résumer la pensée de Marden, la bonne humeur, c'est pas du tout une attitude passive. C'est une compétence, un outil Un outil actif et puissant. pour améliorer sa santé, sa force mentale, son efficacité. C'est le lubrifiant qui empêche la grande machine de la vie de grincer. C'est une excellente synthèse. On a vu les bienfaits physiques du rire, le côté destructeur de l'inquiétude chronique et la puissance d'une perspective positive. Que ce soit pour transformer une corvée en jeu, Ou apaiser un conflit au bureau. C'est un vrai plaidoyer pour un optimisme pragmatique, volontaire. ce qui nous laisse avec une dernière idée à méditer peut-être. Marden nous invite à ne pas attendre que la joie nous tombe dessus. Il faut la chercher, comme un chercheur d'or. Il faut devenir un artisan de son propre contentement. Oui, il a ces très belles expressions. Explorer les mines de joie inexploitées qui sont autour de nous. Et cultiver les terrains de plaisir de l'esprit. Tout à fait. Et ça pose une question pour nous aujourd'hui. Notre monde moderne, finalement, il ressemble beaucoup à celui qu'il décrivait. Rapide, compétitif, anxiogène. C'est vrai. Alors, la question, c'est quelles pourraient être nos propres mines de joie inexploitées? Et comment est-ce qu'on pourrait commencer, chaque jour, même un tout petit peu, à les cultiver?